Alors, c'est une personnalité hors norme que j'ai en face de moi aujourd'hui parce que Pauline Déroulède, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans la production audiovisuelle auparavant et vous êtes championne olympique aujourd'hui. Alors, championne paralympique, je sais pas. En tout cas, j'ai changé de vie et je fais du tennis fauteuil maintenant. Ouais. Alors, c'est un changement de vie qu'au départ, vous n'aviez pas imaginé ni souhaité parce que c'est à cause d'un accident. Il y a quelques années, un peu avant le Covid, c'est quoi, 2017, votre accident ? 2018. 2018. Ouais. Un vieux monsieur qui vous a renversé et arraché carrément une jambe. On n'ose pas imaginer la violence que ça doit représenter, à la fois physiquement et psychologiquement aussi. Mais vous avez décidé d'en faire une force. Oui, alors je ne sais pas si j'ai décidé d'en faire une force. En tout cas, j'ai décidé de vivre puisque je respire encore. Et bien sûr, j'ai été touchée dans ma chair avec cette jambe arrachée. C'était un cauchemar. Mais je respirais encore et avec l'entourage vraiment très présent autour de moi, je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser tomber et que j'allais dans un premier temps survivre pour essayer de revivre. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Alors, il y a un IM qui est entre parenthèses et à côté, il y a possible. Donc, on peut lire ça possible, impossible ou impossible, possible, quoi. Impossible, possible. En tout cas, l'idée, c'est de transformer l'impossible en possible. Oui, c'est ce que vous avez fait parce que, si j'ai bien compris, quand même, c'est au réveil que vous avez dit à votre famille, moi, je serai championne paralympique. Alors, j'aurais peut-être dû leur dire ça. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris. C'est vrai que ça va très vite dans ma tête. Oui, ça a été très 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 vite en tout cas, parce que... J'avais 5 ans devant moi pour réaliser cet objectif, mais c'est sûr que quand je prononce cette phrase sur mon lit d'hôpital, c'est sans aucune garantie. Ouais. Je savais même pas encore dans quel sport j'allais essayer de faire les Jeux. Mais j'ai tout de suite identifié que ce qui allait être un nouveau moteur, c'était le sport et au plus haut niveau. Ouais. Et vous avez complètement laissé tomber ce que vous faisiez auparavant. Vous étiez dans la production audiovisuelle. Vous avez bossé sur les débuts de The Voice, sur Marie au premier regard. Et donc, c'est vraiment rien à voir, quoi. Rien à voir. Vous étiez déjà sportive à la base, quand même. Hein ? Oui, c'est sûr que le sport était déjà une drogue. J'adorais mon métier, j'adorais cette vie. Après, j'ai jamais envisagé de pouvoir refaire ce que je faisais avant pour la simple et bonne raison que physiquement, ça aurait été extrêmement compliqué de tenir le choc parce que le métier que je faisais, c'était des heures debout à courir partout. Ouais. Et puis aussi sur le plan psychologique, refaire ce que je faisais avant en étant différente, pour le coup, je pense que j'aurais été vraiment dans la mélancolie. Oui, je pense que c'était aussi la façon de marquer... une nouvelle vie, en tout cas le début d'une nouvelle vie. Il y avait la Pauline d'avant et il y allait avoir la Pauline d'après. La Pauline d'après qui a quand même une sacrée volonté parce que, et vous l'expliquez, c'est quand même pas simple quand on tenait sur ses deux jambes et qu'on joue au tennis sur ses deux jambes, de jouer au tennis assis sur un fauteuil. Alors c'est pas le tout d'être assis, il faut aussi le faire bouger ce fauteuil, il faut suivre la balle, il faut monter au filet, il faut reculer, enfin je veux dire... Vu de l'extérieur comme ça, et quand on voit des images d'un match de tennis en fauteuil, c'est hallucinant, quoi. Ça a été très dur, ça a été très compliqué. J'ai dû déconstruire mon tennis d'avant. Ouais. J'avais un bon niveau, mais c'est vrai que j'ai dû redevenir une débutante, accepter de ne pas avoir des balles que j'avais en étant debout. Donc ça a été vraiment difficile psychologiquement d'accepter de redémarrer à zéro, mais c'était incontournable. C'est contre-intuitif en fait. Ah bah oui, si vous voulez, quand vous jouez debout, c'est les jambes qui déclenchent le mouvement. En fauteuil, c'est le haut du corps. C'est effectivement un réflexe, c'est inné. Ouais. En fauteuil, c'est vraiment le haut du corps. Donc il faut arriver à inverser ce schéma-là qui est vraiment pas naturel. Et puis c'est quand même nettement moins mobile que quand on est sur ses jambes, quand les balles vont d'un côté puis de l'autre. Est-ce que c'est un jeu, vous avouez que j'en ai pas beaucoup regardé, mais est-ce que c'est un jeu qui est un peu plus lent que le jeu classique, on va dire ? Alors, le déplacement, on ne pourra jamais aller aussi vite qu'avec deux jambes, c'est Sauf certain. Sauf le jour où on raccordera le fauteuil au cerveau directement, peut-être. En revanche, on a le droit de laisser la balle rebondir 2 fois, donc ça permet quand même d'être sur la balle. Ouais. Et il y a un truc qui marque à chaque fois les gens qui découvrent le tennis fauteuil, c'est qu'en revanche, la qualité de frappe est la même. C'est-à-dire que ça frappe aussi fort, c'est aussi puissant. Ouais. C'est vraiment le déplacement qui est propre à la pratique en fauteuil. Mais c'est très impressionnant. À penser que les frappes sont peut-être encore plus fortes parce que les muscles que vous devez développer dans les bras pour pouvoir bouger, pour pouvoir vous déplacer avec le fauteuil sur un court de tennis, c'est plus d'énergie que ce qu'on utilise normalement. C'est vraiment différent parce que bien sûr, le haut du corps est extrêmement sollicité. Après, quand on joue debout...
les jambes, le bas du corps permettent d'avoir une frappe aussi puissante. Donc nous, on ne touche pas le sol. Donc il faut vraiment arriver à faire avec l'élan du haut du corps. Mais c'est vrai que ça joue vite et fort. Et c'est d'ailleurs toujours ce qui surprend ceux qui découvrent cette discipline. Et voilà, parce que dans l'esprit commun, ils imaginent peut-être que ça pousse la balle, que c'est très lent. Non, en fait, c'est très rapide. Et j'ai moi-même découvert cette dimension extrêmement physique et impressionnante quand j'ai commencé le tennis fauteuil. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où vous êtes amené sur un cours C'est un fauteuil un peu spécial aussi, quand même. C'est pas le fauteuil qu'on utilise dans la rue tous les jours. D'abord, vous n'en utilisez pas dans la rue tous les jours. Non, c'est un fauteuil effectivement avec les roues en biais qui permet de faire ce qu'on appelle des pivots, de tourner sur soi-même pour être plus rapide dans les virages. C'est fait pour le sport, quoi. C'est un fauteuil de sport, tout à fait. Honnêtement, au début, c'était énormément de frustration. J'en ai bavé. J'ai jamais voulu me décourager parce que j'avais cet objectif des Jeux. Mais heureusement que j'avais une coach qui était derrière moi, qui avait la confiance et l'espoir pour deux au début parce que ça a été dur pour moi. Je voyais ça comme une régression de redevenir une débutante. C'est dur quand vous reprenez quelque chose à zéro à 28 ans, que vous maîtrisiez bien avant. Mais je savais pourquoi je le faisais et ça m'a jamais quitté l'esprit. Et heureuse aujourd'hui ? Oui, heureuse. Voilà, je suis fière du chemin parcouru, même si le résultat obtenu au jeu n'était pas celui que j'espérais. Mais on fait ça pour gagner aussi. Ouais, c'est normal. C'est pour ça que j'étais déçue, mais je me suis rappelé que l'objectif c'était d'être au jeu, que j'ai réussi et que en 5 ans j'avais dû rattraper tout le temps perdu par rapport à d'autres joueuses et que c'était déjà bien et que finalement c'était qu'une étape et c'était peut-être que le début. Moi qui voyais ça comme une fin, c'était peut-être comme le début et désormais je parle des Jeux de Los Angeles parce que je me dis qu'avec 4 ans de plus ça sera encore mieux et puis d'autres joies dans la vie. Je suis maman d'une petite fille désormais, j'ai vu ça. Et c'est la vie qui reprend le dessus après un drame qu'on peut vivre, un deuil qu'on continue de faire parce que je suis encore très nostalgique de celle que j'étais avant, mais voilà, c'est ça réconcilier avec la vie toutes ces petits bonheurs. Cette nostalgie de votre vie d'avant, elle s'efface quand même petit à petit ou bien ça restera toujours ? Ça restera toujours. C'est une marque indélébile. Voilà, moi, j'ai pas choisi mon sort. Bien sûr, je vais pas me plaindre aujourd'hui. Je me suis d'ailleurs jamais plaint. Mais c'est vrai que moi, j'étais heureuse dans ma vie d'avant. Donc voilà, je vais pas dire que je préfère être telle que je suis. Je dis souvent d'ailleurs pour que les gens comprennent, si demain on me rendait ma jambe, je la reprendrais. Pour autant, on peut effectivement l'imaginer, oui, c'est clair. Vous savez, il y en a qui disent l'inverse. C'est très personnel comme façon de vivre les choses. Après, moi, j'essaie vraiment de regarder, d'être tournée vers l'avenir, d'être vers l'avant, parce que regarder derrière soi, ça fait plus de mal qu'autre chose. Il n'y a pas que le versant sportif et l'aspect de l'accident dans votre livre. Il y a aussi pas mal de références à votre vie actuelle, mais aussi votre vie passée, votre enfance dans une famille heureuse, soudée en tout cas jusqu'à un certain point et tout. Votre rencontre avec votre compagne, votre enfant qui est né, etc. Donc on apprend pas mal de choses sur vous aussi et sur les choses qui ont été faciles et d'autres qui ont peut-être été un peu moins faciles dans la vie. C'était le but de ce livre. De parler vraiment de l'envers du décor et de détails parfois très intimes. Jusqu'à présent, voilà, tout le monde, beaucoup de personnes avaient entendu mon histoire et j'avais envie de montrer vraiment de l'intérieur avec des moments parfois douloureux et de me mettre à nu finalement. Et c'était pas forcément évident, mais je tenais à le faire pour que peut-être des gens puissent s'identifier. Parce que moi je me considère pas plus forte que n'importe qui. J'ai juste pas eu le choix. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont traversé des épreuves, qui en traversent encore, qui n'ont pas forcément la chance que j'ai eu moi d'être entourée. Et si je peux participer, ne serait-ce qu'un tout petit peu à leur reconstruction, au fait qu'ils aillent mieux, pour moi, ça sera une victoire. Il y a aussi un autre versant de votre vie aujourd'hui, au-delà du sport, c'est que fatalement, vous êtes une victime d'un accident de la route, on peut appeler ça comme ça, et que ça fait partie de vos combats aujourd'hui, c'est de dire, peut-être qu'il faudrait quand même que vous réfléchissiez un peu à la manière dont certains conduisent, quoi. C'est le combat en dehors du terrain de tennis. C'est sûr que quand j'ai connu les circonstances de mon accident, je me suis dit que c'était tellement dommage. Oui, alors c'est un accident, c'est pas de la malveillance ni rien, mais on aurait sans doute pu l'éviter. C'est un accident qui aurait pu définitivement être évité si une seule personne avait arrêté de conduire. Le monsieur qui nous a fauchés
les autres victimes et moi, il n'était plus capable de conduire. Et pour avoir eu un échange avec lui, c'était un moment très fort d'ailleurs. S'il y avait une loi, il l'aurait respectée, ce sont ses mots. Et je le crois totalement, ce monsieur, parce que c'était un conducteur responsable. Et vraiment, c'était quelqu'un qui a été victime de lui-même. Donc depuis cet accident, c'est vrai que je me bats pour, en France en tout cas, la mise en place de visites médicales avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge, parce qu'on n'est pas tous égaux. Je prends toujours l'exemple d'une personne de 80 ans qui peut être totalement apte versus une personne de 50 ans qui peut avoir un début de Parkinson. Voilà, c'est la nature. Et le plus gros chantier de la mise en place de ces visites, ça serait de penser à des solutions alternatives de mobilité. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne pourraient plus conduire? Qu'est-ce qu'on leur propose? Parce que ça, c'est la plus grande question. On a tellement construit... C'est même par là qu'on doit commencer avant d'interdire. Bien sûr, il faut réinventer une nouvelle mobilité. On a tellement construit notre vie avec l'utilisation de la voiture. C'est compliqué de tout chambouler d'un coup comme ça. Donc c'est un combat qui prend du temps. C'est un combat politique. Il faut donner le courage aux personnalités politiques qui parfois en manquent cruellement. C'est-à-dire qu'on travaille plus à plus court terme, on va dire, quand même, malheureusement. C'est ça, puis il y a bien sûr aussi des sujets d'urgence, mais la sécurité routière, c'est vraiment évidemment un sujet qui me tient à cœur. J'ai énormément de personnes qui m'écrivent, qui sont parfois impuissants face à des gens qui n'arrivent pas à faire arrêter de conduire. Et c'est vrai qu'il faut un cadre légal aujourd'hui pour protéger tout le monde. Il faut que les personnes qui conduisent sur nos routes, elles soient aptes, tout simplement, que leur capacité cognitive, physique, sensorielle, elle fonctionne. Et on ne peut pas avoir un permis de conduire à vie, finalement. C'est trop dangereux. Et d'ailleurs, on le voit dans d'autres pays d'Europe. Il y a déjà des dispositions qui existent. Vous intéressez aussi à la recherche parce que dans les solutions pour retrouver de la mobilité pour les personnes qui en ont perdu comme vous, la recherche est quelque chose qui... on espère toujours qu'on va trouver le système qui va vous permettre de remarcher comme avant, ou ça ne fait pas partie de vos centres d'intérêt? Moi, je participe évidemment à des colloques parce que je suis un bon cobaye, parce que je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup de sport, donc je teste beaucoup de prothèses quand je le peux pour les marques, et je fais des retours tout simplement, parce que oui, c'est sûr que je suis bien placée pour essayer de partager ce qui pourrait être amélioré. Et que bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. On fait des choses merveilleuses pour les membres supérieurs. Vous avez peut-être dû voir des bras connectés aux nerfs qui bougent tout seuls. Ça, on n'a pas encore réussi à le faire pour les membres inférieurs. C'est peut-être un espoir que j'ai, qu'on ait vraiment une jambe bionique, l'extension d'une jambe, parce qu'aujourd'hui, une prothèse, c'est très très lourd, c'est très contraignant. Et puis, il y a aussi une question d'accessibilité. Moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance d'avoir un tiers responsable dans mon accident qui m'a financé ma prothèse, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est injuste parce que une personne comme moi qui se serait accidentée toute seule, elle n'aurait pas eu le droit à la même prothèse. Si elle avait le même profil que moi, elle n'aurait pas pu faire les mêmes sports que moi. Et moi, je suis pour l'accessibilité. C'est pas un luxe d'avoir du matériel de haute technologie pour pouvoir remarcher, par exemple. Pour pouvoir retrouver la vie la plus normale possible, on va dire, et son indépendance aussi, parce que c'est ça aussi, c'est l'indépendance. L'indépendance, l'autonomie. C'est très contraignant d'avoir un handicap. Après, chacun avec le sien essaye de s'adapter, de trouver des capacités d'adaptation. C'est là qu'on se rend compte que le corps est assez extraordinaire. Et ça, il faut faire preuve de résilience. On emploie souvent ce mot-là. Moi, je considère que j'ai beaucoup de chance parce que je peux être debout. Et pour côtoyer des gens au quotidien qui sont en fauteuil tous les jours, c'est pas les mêmes problématiques, mais ça m'a ouvert d'esprit justement, et aujourd'hui vraiment partout où je vais, la question de l'accessibilité est un vrai sujet qui me tient à cœur. Mais on se rend compte que notre monde n'est pas encore fait pour les personnes en situation de handicap, et on a beaucoup de progrès à faire là-dessus. On a déjà fait des progrès, mais il y en a encore certainement beaucoup à faire. Oui, c'est de mieux en mieux. Moi, je suis nature optimiste, vous savez, et puis avec les Jeux qui viennent de se terminer. Je pense que... Ça a été quand même un moment, que ce soit les Jeux et les Jeux paralympiques derrière, ça a quand même été un moment de communion nationale, non? C'est comme ça ça a été présenté, ressenti? Oui, c'était vraiment extraordinaire. Je pense qu'il y aura un avant et un après les Jeux. On a passé un cap dans la médiatisation, la visibilité du parasport déjà. Les parasports qui sont quand même de plus en plus médiatisés grâce aux Jeux paralympiques et aux champions et aux sportifs qui défendent des couleurs. Totalement, et c'est le bonheur. Chez nous, on a Joachim Gérard, par exemple. Joachim, qui est un mec trop chouette et que j'aime beaucoup, effectivement, et qui représente vraiment les couleurs de la Belgique. C'est vraiment un mec sympathique. Oui, parce qu'il faut raconter les histoires des sportifs, il faut en parler, il faut que le grand public les connaisse, et forcément derrière...
il y a plus de place pour la performance, les résultats sportifs de ces athlètes que de leur handicap, qui est finalement anecdotique. C'est de la communication positive. Exactement. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai une question qui est peut-être un peu plus intime. Si vous voulez pas y répondre, n'y répondez pas. Mais comme quand vous, on a une prothèse et qu'on a la chance d'être debout, est-ce que c'est comment dirais-je, douloureux au quotidien? Est-ce que ça a été un long apprentissage aussi pour arriver à retrouver son équilibre? C'est compliqué malgré tout? Bien sûr, c'est une proprioception totalement à réapprivoiser. On n'a pas vraiment les sensations de cette jambe-là, c'est ça, évidemment. Imaginez-vous, vous sentez le sol au niveau avant le genou. Voilà, donc vous pouvez essayer de marcher sur un genou, ou alors vous pouvez essayer de prendre votre douche sur une jambe aussi. je vous mets au défi, c'est généralement difficile. En fait, vous développez surtout sous la douche, et on risque de glisser et de se faire très mal. Hein. Vous développez comme je le disais, des capacités d'adaptation assez dingues. Ouais. Après, bien sûr, moi, quand je marche beaucoup avec la prothèse, au bout d'un certain temps, ça fait mal. Il y a un appui douloureux. Ouais. Mais là encore, c'est peut-être un défaut, mais j'essaye de pas penser à tout ça. J'essaye de faire comme si de rien n'était. C'est une force, mais après, faut pas non plus se faire mal, hein, parce que je suis entre guillemets encore jeune, mais dans 20 ans, qu'est-ce que mon corps sera? Parce que forcément, nous, les personnes amputées, on vieillira pas comme si on avait nos deux jambes. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment se préserver. Et moi, j'essaye d'essayer de tout refaire presque comme avant. Donc, parfois de ne pas penser à la douleur, et c'est ce qui me maintient, on va dire. Voilà, c'est donc faire de l'impossible quelque chose de possible. Donc, c'est le titre de votre livre, Pauline Déroulède. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Merci, à très bientôt. Au revoir.